Bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Donc, nous sommes très heureuses de vous accueillir pour cette conférence en ce 15 octobre, qui est la journée mondiale du deuil périnatal. Il nous semblait important de prendre ce temps entre soignants, associations, administrations, pour parler de ces situations extrêmement douloureuses que vivent les parents, mais aussi les familles, les amis, les professionnels de santé. C'est faire une place, un temps suspendu pour toutes ces histoires de vie singulières. Je vais d'abord vous présenter les intervenants de cette conférence. Donc le docteur Brett, qui est pédiatre à l'hôpital, Madame Collovray, à côté d'elle, qui est psychologue du service de maternité, de pédiatrie et néonatologie, Madame Bouillot, à ma droite, qui est sage-femme de diagnostic anténatal, échographiste au centre hospitalier, Madame Clément, qui est sage-femme de diagnostic anténatal, échographiste, et elle travaille aussi en salle de naissance. Madame Boyer, Madame Natiez, qui sont juste ici, qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure, elles travaillent à la CAF de l'Ain. Elles ont accepté de venir nous parler. Et moi, je suis le docteur Salzman, je suis chef de service de la maternité et gynécologue obstétricienne. Nous allons aborder ce soir, en premier lieu, les différentes situations où la grossesse ne se termine pas comme imaginé, avec un enfant vivant. Nous parlerons ensuite de l'approche psychologique de ces situations, puis du contexte administratif et des droits des parents. Et nous souhaitions ensuite vous faire part de notre expérience de soignants et laisser la parole ensuite à des témoignages de parents que nous avons recueillis et que nous allons vous lire. Il y a des émotions qui peuvent naître de votre côté comme du nôtre. Et je voulais que vous vous sentiez libre en fait de pouvoir sortir ou même de re-rentrer de la conférence si besoin. Et puis Madame Vanzetti qui s'occupe de la communication, qui est juste là, à apporter des mouchoirs si vous avez besoin. Et puis il y a un petit temps de convivialité après la conférence en fait pour nous remettre de nos émotions après. Voilà. Je vais commencer par une première partie déjà pour vous expliquer les différentes situations en fait concernant le deuil périnatal, pour comprendre, les nommer et comprendre qu'il y a plein de situations différentes en fait. Il y a des situations où la patiente vient faire une échographie et on découvre une malformation sévère ou il y a une grossesse qui ne peut pas se poursuivre pour un motif maternel. C'est le cas des interruptions médicales de grossesse, que vous connaissez peut-être ou pas. En France, c'est réglementé, ces interruptions médicales de grossesse, et c'est les centres de diagnostic prénatal qui s'occupent de ça. Et en fait, on a l'autorisation en France, quel que soit le terme de la grossesse, sur demande des parents, de faire une interruption pour un motif qui est validé par un centre de diagnostic prénatal. Je vous ai mis la phrase en fait qui fait partie de la loi en fait. Et quand il y a une forte probabilité pour que l'enfant à naître ait une affection très grave en fait, qui est incurable au moment du diagnostic, on peut faire cette interruption. Et il y a différents modes du coup d'interruption qui changent selon le terme. En dessous de 15 semaines d'aménorrhée, ça va être en fait une aspiration curetage plutôt sous anesthésie générale au bloc opératoire, en salle de naissance. De 15 à 22 semaines, ça va être un accouchement, un accouchement en fait sous péridurale en salle de naissance. Et puis après 22 semaines, qui est le seuil de viabilité, il y a un geste de féticide qui est fait en plus, qui est fait avant l'expulsion en salle de naissance. C'est l'injection d'un produit anesthésiant et d'un arrêt de vie dans le cordon de l'enfant. C'est ça qui est tout entouré du centre du coup de diagnostic anténatal avec les sages-femmes et les médecins, les anesthésistes aussi. Il y a d'autres situations complètement différentes. C'est l'interruption volontaire de grossesse. Quand une femme ne souhaite pas poursuivre la grossesse, il y a un délai légal qui est en France maintenant de 16 semaines d'aménorrhée. Ça peut être une interruption médicamenteuse ou par aspiration curetage selon le terme.
Il y a également dans ces situations d'autres choix des parents qui peut être l'accompagnement vers le décès postnatal. C'est une maladie de l'enfant qui est incompatible avec la vie. Dans certaines situations de malformations très sévères cardiaques, des trisomies, qui ne peuvent pas permettre une vie longue, une agénésie rénale aussi, bilatérale, il y a d'autres choses. Et là, les soins palliatifs sont choisis par les parents et il y a un accompagnement vers le décès qui va se faire en postnatal. Les parents savent qu'il peut y avoir un décès anténatal ou périnatal ou après la naissance. Et il y a toujours une réunion multidisciplinaire avec les soins palliatifs pour organiser au mieux ces situations. D'autres situations, ça va être la patiente qui arrive aux urgences pour des douleurs, des saignements, ou bien on découvre fortuitement, il ne se passe pas grand-chose, il y a l'écho du premier trimestre qui est prévu et on découvre un arrêt de grossesse. Ça peut être au premier trimestre de la grossesse, une grossesse qui s'est arrêtée, ou bien une fausse couche tardive, c'est-à-dire des saignements et une expulsion de la grossesse. Il y a une fréquence qui est très importante, des fausses couches, et parfois c'est à répétition. Donc chaque histoire est différente en fait. Et il y a aussi des situations de grossesse extra-utérine, une grossesse qui est projetée mais qui n'est pas évolutive et qui va nécessiter un traitement. Il y a les fausses couches tardives aussi, l'expulsion du fœtus après le premier trimestre de la grossesse, de manière spontanée en fait, entre 12 et le terme de viabilité qui peut être de 23-24 semaines d'aménorrhée selon le seuil où on peut prendre en charge et réanimer ses enfants. C'est l'expulsion d'un enfant qui est né vivant en fait, mais non viable. Et la naissance peut survenir pendant la naissance ou bien après, avec un accompagnement également. Une autre situation, c'est une patiente qui consulte aussi, qui sent moins bouger son bébé ou plus bouger son bébé, ou bien une découverte fortuite. Elle n'a pas du tout prévu les choses et on découvre lors d'une consultation un décès in utero. Le décès in utero, c'est après le premier trimestre de la grossesse. On fait un bilan étiologique et ça va être également un accouchement qui va se passer dans la salle de naissance sous péridurale. Donc il y a tout le timing de l'annonce, le bilan et ensuite l'expulsion. Il y a d'autres contextes encore, c'est au moment de la naissance, dans un contexte d'urgence par exemple. Il y a le décès per partum, c'est-à-dire on est dans un contexte d'urgence, la patiente vient pour accoucher, rien ne laissait présager ces choses-là, mais il y a un problème d'anoxie périnatale, un hématome rétroplacentaire, une rupture utérine, des choses qui sont imparables et difficiles, et un accouchement prématuré aussi, et une décision d'arrêt de soins dans ce contexte. Il y a le décès également postpartum qui entoure le deuil périnatal avec des contextes de mort subite, de maladie néonatale, d'anoxie, de prématurité qui se passent ensuite dans le service des néonatologies ou en pédiatrie. Ça, c'était toutes les situations. Je vous ai fait, c'est le côté un peu médical pour que vous compreniez, pour que tout le monde sache bien de quoi on parle et comprendre qu'il y a vraiment des situations extrêmement différentes et que du coup, aller chercher ces informations-là auprès des parents, c'est quand même important parce que c'est pas du tout les mêmes situations, les mêmes contextes en fait. Et du coup, je vais laisser la parole à Madame Collovray pour qu'elle nous parle en fait de l'approche psychologique de ces différentes situations. Bonsoir à tous. Merci Maude. Donc pour ouvrir le sujet, débutons un mot sur la notion de deuil et sur les modifications psychologiques du sujet dans cette épreuve de vie, dans ce traumatisme. En effet, il s'agit d'une perte subie d'un objet d'amour dans lequel nous avons profondément investi et qui représente parfois même une partie de nous-mêmes, sa raison d'être, de vivre parfois, un conjoint, un enfant, un parent. Le travail de deuil en lui-même consiste donc au détachement des investissements portant sur l'objet d'amour perdu. Cela a un coût psychique. Et parfois, devant ce coût énorme, le sujet peut éviter à se mettre au travail, à se soumettre à cette réalité, et donc à développer des mécanismes de défense, comme le déni par exemple, ou parfois différer cette mise au travail. La temporalité dans ces processus de deuil est à respecter par les professionnels de santé, par les familles, par le conjoint aussi. Chacun abordera à sa manière cette vie d'avant et d'après,
dans ces étapes de reconstruction, souvent en fonction de son histoire de vie et des différents deuils qu'on a pu déjà traverser et des événements de vie ultérieurs ou d'éléments aussi de santé mentale. Voilà. Donc seul le silence est à proscrire dans ces situations de vie et de rencontres. Les mots, les paroles ramènent l'histoire, ramènent la vie, humanisent. C'est important de reparler de l'histoire passée, du défunt, de la perte, pour améliorer le présent et puis un petit peu avancer à nouveau dans des désirs de projection, de vie. Qu'en est-il un petit peu du deuil périnatal et de sa spécificité? Tout est la question de comment faire le deuil de nos projections. Dès lors qu'on est enceinte, on imagine, on fantasme. Et donc, en fait, souvent, ce bébé, il n'est encore pas vraiment nommé, pas annoncé à la famille. Et en fait, ce deuil périnatal vient stopper brutalement l'élan des fantasmes et un projet de vie et plein d'autres choses. Comment après partager à son entourage justement ce mouvement de projection si intime, parfois même pas partagé avec le conjoint, à la différence d'un deuil issu d'une rencontre avec une histoire passée plus ou moins longue. Donc le deuil périnatal est vraiment une collusion violente entre la vie et la mort, bousculant l'ordre des générations, culpabilisant d'avoir rêvé un enfant, survenant dans la fragilité d'une grossesse, s'incrustant dans la chair meurtrie d'une mère. La mort périnatale contraint le couple à un travail de deuil singulier. Dans cet enfant attendu, il y avait leur enfant imaginaire, leurs rêves, leur désir de rivalité avec leurs propres parents, leur fécondité, l'assurance de leur immortalité. Quand le bébé se dérobe à ce rendez-vous, les parents ressentent une grande blessure, un sentiment d'infériorité, d'échec, d'indignité, voire parfois de honte. La mort périnatale va nécessiter un travail d'élaboration psychique, tout à fait singulier chez ces couples, mais aussi une approche particulière des équipes médicales et des sages-femmes, notamment avec ces nombreuses situations de deuil. En effet, ce soir, il nous semblait important peut-être d'apporter quelques éléments théoriques sur cette clinique près des couples, de parler à haute voix de ce que nous entendons lors des interruptions médicales de grossesse ou des morts fœtales in utero, ou encore des fausses couches. Au préalable, bien évidemment, si les situations de deuil ici à l'hôpital se succèdent, se répètent, l'accompagnement et le soutien sont toujours différents, au plus proche de l'attente des familles et mobilisant chez nous, soignants, une part intime plus ou moins résonante avec notre propre histoire. Les deuils prénataux, donc les fausses couches spontanées, les morts fœtales in utero, les interruptions médicales de grossesse. Les 3/4 des fausses couches spontanées surviennent avant 12 semaines. Début de grossesse, souvent encore peu confié à l'entourage, mais partagé intimement avec le partenaire, avec une forte projection et investissement dès sa découverte. La perte, l'annonce effracte subitement la femme dans son désir d'être mère. Cette fausse couche ébranle sa confiance en l'avenir et en son corps, questionnant sa fertilité. Un corps qui ne permet pas d'accéder à son désir. L'entourage et les professionnels peuvent banaliser cette perte et engendre un sentiment d'isolement et d'incompréhension parfois. Enfin, on retrouve beaucoup la culpabilité chez la femme d'avoir cru pouvoir mener une grossesse sans encombre et avoir beaucoup trop fantasmé ce bébé à venir. Concernant plutôt les morts fœtales in utero ou les fausses couches tardives, l'annonce vécue par la future maman est sidérante, déréalisante. Son corps s'est arrondi, son bébé est fantasmé par le couple depuis des semaines, il est annoncé, il est même évoqué dans l'histoire familiale et sociale. Comment ce mouvement si intense dans le devenir parent peut s'arrêter brutalement? La femme était justement rassurée par cette grossesse et la voilà maintenant amputée. Il y a une blessure narcissique dans cette épreuve avec une impression d'être trahie par son corps, béant, vide, et aussi d'être trompée par ses émotions, par ce basculement de joie jusqu'à la détresse ultime. Ce vécu déréalisant, brutal, va générer de l'anxiété et une forme de vulnérabilité face à ce vécu d'injustice. Contrairement à ces situations de mort fœtale où prédomine un sentiment de solitude, les situations d'interruption médicale de grossesse, elles, sont portées plus par une équipe pluridisciplinaire dans un centre diagnostic anténatal. Les sages-femmes sont rapidement plongées dans l'intimité du couple et dans leur vie de famille.
Le couple démarre un douloureux parcours, très institutionnalisé, protocolisé, portant vers un processus décisionnel, de choix. Suite à cette annonce, la pensée est souvent figée dans un premier temps. Il y a peu de mots et la capacité de compréhension peut être très altérée. Dans un second temps, avec différentes rencontres, gynécologues, sages-femmes, psychologues, une élaboration est possible, voire nécessaire, autour de la prise de décision de manière très éclairée. La manière d'annoncer, les mots employés et les attitudes des soignants jouent un rôle fondamental dans cette reprise d'élaboration, mais également dans le processus de deuil ultérieur. Les anomalies du fœtus créent une blessure narcissique profonde, chez la mère comme chez le père, puisque le produit de leur pouvoir génétique est imparfait. La prise de décision convoque de nombreux sentiments, notamment une grande ambivalence, amour et haine, un tourbillon émotionnel du couple où ils devront décider de la mort médicalement autorisée de leur fœtus. Il y a une forme d'appropriation de leur fœtus. On peut penser que l'éprouvé singulier dans le cadre d'une IMG résiderait surtout dans la prise de décision et dans ce choix qui incombe au couple. Pendant très longtemps, dans le cadre du deuil, cette question de est-ce qu'on a fait le bon choix va être très évoquée dans le travail psychothérapique. Et puis parfois aussi dans le couple où on a l'impression que c'est plus la décision de l'autre, pas la sienne. Enfin, il peut y avoir des vagues comme ça de grande culpabilité autour du choix et de la décision. Le tableau clinique dans les suites du féticide reste assez similaire à toutes les formes de deuil périnatal. Il y a souvent des périodes très difficiles, avec les dates anniversaires, avec les dates du terme. L'approche groupale peut être très intéressante, notamment pour les interruptions médicales de grossesse, de rencontrer d'autres parents qui ont vécu les mêmes choses et qui ont fait face à ces décisions qui sont très difficiles. Un petit mot sur les deuils post-nataux. La perte d'un enfant, qu'elle intervienne au cours de la grossesse ou après sa naissance, recouvre une douleur, une souffrance que les mots ne peuvent décrire. Il n'existe ni thérapie, ni recette miracle pour surmonter un deuil. Chaque personne exprime son chagrin à sa façon et passe singulièrement à différentes étapes dans sa propre temporalité et justement en fonction de sa propre histoire. Très souvent, les parents ont besoin de parler de leur enfant, de le faire exister au sein de leur couple, mais également auprès de leur entourage. Cependant, malgré leurs bonnes intentions, les proches ont parfois des paroles maladroites ou encore un silence trop pesant. Pourtant, ils jouent un rôle important dans le processus de deuil en étant présents et à une juste écoute. Ils permettent aux parents de sortir de l'isolement, de réaliser et d'accepter l'épreuve à laquelle ils font face. Certaines personnes peuvent aussi ressentir le besoin de rencontrer d'autres parents et de s'approcher d'associations ou encore de participer à des groupes de soutien. Enfin, le vécu de deuil chez la patiente peut être un moment opportun pour faire un travail personnel, un travail psychothérapique, afin de cheminer sur son histoire familiale et celle de son conjoint, et parfois de cautériser les blessures narcissiques et les différents traumas. Oui, je suis désolée, je vais un petit peu lire les diapositives parce que c'est pas moi qui les ai écrites. Donc, on va vous parler des choses administratives de base. Donc, lors d'un arrêt de grossesse, on peut déclarer, la déclaration à l'état civil est possible à partir de 14 semaines d'aménorrhée de tous les enfants décédés in utero. Alors, on fait systématiquement, lors d'un accouchement d'un enfant décédé, on crée un certificat d'accouchement et un certificat d'enfant né sans vie. Les parents ont la possibilité de déclarer la naissance à l'état civil. Dans ces cas-là, nous sommes obligés de faire un acte qui est différent d'un certificat, un acte d'enfant né sans vie, pour pouvoir déclarer donc à l'état civil et avoir la possibilité de noter la naissance sur le livret de famille ou même de créer un livret de famille si les parents ne sont pas mariés. Et il y a la possibilité, ça c'est assez récent, ça date de 2021, j'arrive pas à lire, on peut donner un prénom et ou un nom à l'enfant. Avant, c'était pas vraiment possible. Pour le nom.
Pour le nom, oui, le prénom, ça a toujours été possible. Pour le nom de famille, pardon. Donc, fais voir. Les textes de loi, c'est important qu'ils soient là si vous voulez les noter, mais il n'y a aucun intérêt à les lire. Oui, c'était juste les textes de loi. Voilà, c'était pas dans l'ordre de tout à l'heure. La déclaration à l'état civil pour les enfants nés vivants puis décédés, c'est différent. Avant 22 semaines, donc l'enfant est considéré comme né vivant mais non viable, car c'est avant 22 semaines. Ça, c'est ce qui a été déterminé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La date de viabilité était donc mise à 22 semaines. On réalise exactement les mêmes documents que l'enfant né décédé. Après 22 semaines, il est obligatoire de réaliser un acte de naissance identique à une naissance normale, puis on réalise un acte de décès quand l'enfant est vivant, et après on réalise un acte de décès. Et c'est sur le livret de famille et c'est déclaré à l'état civil. Alors, moi, je vais dire juste un petit mot sur le volet arrêt maladie. L'arrêt maladie sans carence, c'est une disposition relativement récente qui date de 2023 et qui concerne les grossesses de moins de 22 semaines. Alors, l'application existe depuis le 1er janvier 2024 pour toutes les fausses couches avant 22 semaines. Donc, ça permet aux parents de bénéficier d'un arrêt maladie donc sans carence. Alors, pour les interruptions médicales de grossesse, la disposition est très récente puisqu'elle date simplement de juillet 2024. C'est un formulaire d'arrêt de travail qui est spécifique, c'est un CERFA particulier. Cet arrêt doit être fait par un médecin et il faut bien préciser à la patiente que ça reste à son choix. C'est le seul motif en fait qui permet d'avoir un arrêt sans carence. Donc, si elle ne souhaite pas, par exemple, que son employeur soit informé de la fausse couche en début de grossesse et qu'elle préfère bénéficier d'un arrêt classique avec carence, c'est important de l'informer. Voilà, le congé maternité, on voit que c'est des dispositions qui sont quand même assez récentes, hein, ça date de 2004, c'est pas si vieux. Jusque-là, on avait assez peu de moyens. Donc, avant 22 semaines, on est sur un arrêt maladie classique ou éventuellement, pareil, un arrêt sans carence. Par contre, dès qu'on est au-delà de 22 semaines, ou alors on met le poids supérieur à 500 grammes, c'est toujours un peu difficile, mais c'est les critères en fait de l'OMS qui définissent qu'un enfant est viable, soit lorsqu'il est au-delà de 22 semaines ou d'un poids de 500 grammes. Voilà, on peut avoir un enfant qui naît finalement à 21 semaines, mais avec un poids au-delà de 500 grammes, on peut l'inclure dans cette disposition. Le congé maternité à partir de 22 semaines donc, est identique à celui d'une grossesse qui est menée à terme, à savoir pour un premier ou deuxième enfant 16 semaines et un troisième et plus 26 semaines. Ce congé va débuter le jour de l'accouchement, c'est-à-dire que s'enchaîneront le congé prénatal et postnatal à partir du jour de l'accouchement. Je trouve que c'est une belle reconnaissance pour les parents. C'est du congé maternité, c'est pas de l'arrêt maladie, c'est-à-dire que on ne touche pas à leurs droits, il n'y a pas d'horaire de sortie, ils peuvent utiliser ce temps comme ils le souhaitent, ils peuvent partir en vacances s'ils ont besoin, ils peuvent s'éloigner, enfin c'est pas de l'arrêt maladie. Voilà, par contre il y a un critère, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes prennent au minimum 8 semaines pour que ça s'appelle encore un congé maternité. Si par contre au bout de 8 semaines elles trouvent le délai trop long, parce que pour une raison X ou Y elles ont envie de reprendre leur activité, il faut faire un courrier à la CPAM pour rompre le congé maternité. Voilà, et puis les documents, c'est relativement simple. Là, pour le coup, il y a juste besoin d'un certificat d'accouchement au-delà de 22 semaines à adresser à la CPAM. Alors, le congé paternité, il est arrivé encore après, en 2008. Donc, il concerne que les enfants nés au-delà de 22 semaines. Avant 22 semaines, il n'y a pas de congé pour le père. Parfois, il y a certaines dispositions, on va dire, d'entreprise qui facilitent les choses, mais il n'existe pas en tant que tel. Donc, au-delà de 22 semaines, ou pareil, le poids supérieur à 500 grammes, les pères peuvent bénéficier de 25 jours calendaires qui peuvent être fractionnés de la même façon que pour un enfant né vivant.
La seule chose, c'est quand l'enfant naît sans vie, ils ne peuvent pas bénéficier des 3 jours de naissance qui sont simplement conditionnés à l'acte de naissance puis l'acte de décès. Voilà, là, donc ils doivent fournir à la CPAM, pareil, la copie d'acte d'enfant né sans vie, ainsi qu'un certificat médical d'accouchement d'enfant né sans vie mais viable. Voilà, pour pouvoir bénéficier de ce congé paternité. Et puis, alors le congé supplémentaire de deuil. Alors j'avoue que j'ai essayé de creuser auprès de la CPAM. J'espère que les parents auront moins de difficultés que moi à communiquer avec la CPAM. Voilà. Mais donc ce congé de deuil, il va concerner les 2 parents d'un enfant décédé avant l'âge de 25 ans. Et il y a une petite annotation qui précise que lorsque l'enfant n'est pas né vivant mais a atteint le seuil de viabilité, les parents peuvent également bénéficier de ce congé de deuil. C'est une durée maximum de 8 jours, sans délai de carence également. Et puis, le congé doit être pris dans le délai d'1 an à compter de la date du décès. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi pouvoir positionner ce congé de deuil après la reprise du travail lorsqu'il y a un congé maternité ou paternité. Il existe un formulaire en fait de demande sur l'espace Amélie qui est téléchargeable et il n'y a pas besoin de certificat médical, ou enfin ils vont demander bien sûr un acte d'enfant né sans vie ou un certificat, mais il n'y a pas de, c'est pas un arrêt de travail en fait. Voilà. On va laisser la place à la CAF. Bonjour, donc moi c'est Stéphanie Natier, je suis assistante sociale à la CAF, voilà, au niveau de l'antenne de Bourg. Et donc Jennifer Boyer, aussi assistante sociale à la CAF. Donc là on va vous présenter notre rôle au sein de la CAF, les missions, notamment liées au deuil. Après je vais plus vous développer la prestation ADE, l'allocation décès enfants, et on terminera notre intervention sur un peu le champ des actions collectives et le domaine partenarial. Donc au niveau du service social de la CAF, on propose un accompagnement aux allocataires qui ont des enfants à charge et qui sont confrontés à un événement de vie. Donc d'une manière très globale, on va contacter les familles qui vivent une séparation, qui ont un impayé auprès d'un bailleur privé ou qui sont confrontés à un deuil. Et dans le cadre du deuil, on va pouvoir intervenir auprès du deuil soit d'un parent ou soit d'un enfant auprès de la famille. Donc au niveau de la CAF de l'Ain, on a déployé l'offre décès parents il y a une dizaine d'années. Et au niveau du deuil d'enfants, on accompagne les familles depuis 2019. Donc pour contacter ces familles, il y a 2 situations. Alors soit l'allocataire déclare dans son dossier un arrêt de grossesse ou un décès d'enfant, ou soit le partenaire peut aussi nous orienter la situation en amont de toute démarche administrative afin qu'on puisse contacter la famille rapidement. Et par la suite, l'accompagner dans les démarches pour actualiser la situation s'il le faut. Donc dans le cas où la personne déclare ce changement de situation ou décès avec soit l'acte de décès, soit l'acte d'enfant né sans vie, ce document va être enregistré par un service qui est spécialisé à la CAF. Ce n'est pas le service qui gère les prestations globalement qui va traiter ce document. Et donc, ce service va enregistrer le décès de l'enfant et va aussi étudier le droit à la prestation ADE. Donc, ma collègue rentrera plus dans les détails de la prestation dans un second temps. Donc, à l'enregistrement de ce changement, il y a un courrier qui est envoyé à la famille pour lui expliquer un petit peu le versement de l'ADE et l'informer que le service social va la contacter. Donc nous, du coup, ce service se met en lien avec nous en nous transmettant les coordonnées des familles et donc on va contacter toutes les familles, celles qui perçoivent l'ADE et celles aussi qui ne sont pas concernées par l'ADE pour leur proposer un rendez-vous, un temps d'échange, soit par téléphone, soit un rendez-vous physique ou une visite à domicile. Et si les familles sont déjà accompagnées par d'autres professionnels, si elles sont déjà en lien avec un travailleur social par ailleurs, on réorientera ces familles vers le référent de leur situation. Le but étant d'éviter d'éparpiller les familles et d'avoir une certaine continuité dans leur situation.
Donc, au niveau de ce qui est proposé aux familles, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dit. On propose des entretiens à domicile, soit à la cave, ça peut être dans un lieu de rendez-vous sur le territoire, dans une mairie. Voilà, on a des lieux de rendez-vous à proximité des familles, voilà. Et chez des partenaires, centres sociaux, les maisons France Service. Le but étant d'être vraiment en proximité et d'éviter aux familles de se déplacer trop loin. Le premier rendez-vous, c'est souvent un rendez-vous d'évaluation de bilan. On fait le point un petit peu sur les questions des familles et ensuite voir si elles ont besoin qu'on puisse se revoir afin de leur proposer un accompagnement. Donc, au niveau de l'accompagnement qui est proposé aux familles, c'est quelque chose d'assez global et qu'on va définir avec elles. Mais dans les grandes lignes, on va pouvoir proposer un soutien d'accompagnement déjà pour offrir un temps d'écoute et d'échange par rapport à comment elles vivent la situation, où elles en sont au moment où on les rencontre, dans les démarches administratives et juridiques, dans la réorganisation de la vie quotidienne, pour faire face aux impacts éventuels sur l'équilibre financier. Voilà, s'il y a besoin éventuellement d'aide financière, des frais d'obsèques, un soutien financier pour pouvoir bénéficier d'un soutien psychologique ou de frais de garde pour les enfants. Après, on va aussi leur délivrer une information sur tous les droits qu'ils peuvent faire valoir auprès de différents organismes, alors CPAM, CARSAT, etc. Et puis sur les démarches aussi auprès d'autres organismes mutuels, notaires, voilà. Et puis, dans un troisième temps, on peut aussi les orienter vers les partenaires, vers des groupes de parole, les professionnels. On fait beaucoup d'orientation vers les psychologues et vers des associations spécialisées aussi dans le deuil. Du coup, c'est pas très lisible, mais ça reprend un petit peu le découpage. Donc, au niveau du service social de la CAF, on est découpé en 4 antennes et il y a 4 travailleurs sociaux sur chaque antenne. Donc, pour couvrir le département, nous sommes 16 travailleurs sociaux. Donc moi, je vais enchaîner sur l'ADE, donc l'allocation forfaitaire décès d'un enfant. Donc c'est une prestation qui est légale, c'est-à-dire qu'on va la retrouver partout sur le territoire français, qui a été mise en place assez récemment, puisqu'elle date que du 1er juin 2020. Donc nous, au sein de la CAF, on a décidé de confier cette prestation à 4 agents qui se sont spécialisés dans ce traitement pour justement avoir une proximité avec les travailleurs sociaux et réorienter les familles aisément. Donc voilà, ça permet de fluidifier aussi le traitement et d'être assez réactif dans le délai de traitement. Donc là, je vous ai présenté un peu un tableau, puisque nous, au sein du service social de la CAF, alors nous, on ne parle pas de semaine d'aménorrhée, on parle en semaine de grossesse, dans les termes pour l'ADE. Donc voilà. Donc avant 14 semaines de grossesse, nous, on n'interviendra pas, ni au terme du service social, ni en termes d'ADE, puisque pour percevoir cette prestation, la condition, ça sera obligatoirement 20 semaines de grossesse. On a fait le choix au service social de la CAF de l'Ain d'intervenir auprès des familles entre 14 et 19 semaines de grossesse, même si elles ne perçoivent pas la prestation ADE, puisqu'on sait que ça peut être quand même nécessaire. Donc on va quand même être informé qu'il y a eu le décès et se mettre à leur disposition. Et au-delà de 20 semaines de grossesse, forcément, il y aura l'ADE et nous, on interviendra à proposer l'accompagnement. Donc là, du coup, avant, c'était donc acte d'enfant sans vie, du coup. Et forcément, quand il y a acte de naissance et acte de décès, la prestation sera due, puisqu'on ne parle plus de semaines de grossesse. Là, vous avez le barème pour vous rendre compte un peu du montant, puisque c'est quand même 2 251 € actuellement qui est versé à la famille pour la tranche 1 et 2. Donc c'est fusionné. Il y a une troisième tranche. J'avoue que actuellement, je ne suis pas sûre que ça a été déjà payé, puisqu'il faut plus de 93 000 € pour bénéficier de cette tranche. Donc en fait, toute famille peut avoir l'ADE, c'est pas lié aux ressources. Simplement, le montant peut varier. Oui,
On peut tourner. Donc là, on vous a mis le flyer que vous retrouverez après sur le temps de convivialité et avec les associations qui sont aussi présentes, puisque la CAF, liée avec tous nos entretiens individuels, ça nous a semblé pertinent de développer une action collective. Donc on l'a nommé Parlons d'elle, parlons d'eux. C'est en lien avec plusieurs partenaires, donc couple et famille, Parange, le conseil départemental, la maison des familles et de la parentalité à Pont-de-Vaux. Et depuis septembre, on a une rencontre mensuelle proposée aux familles qui vivent un deuil périnatal, donc une famille élargie. Du coup, on n'a pas voulu restreindre au niveau des parents. Ça peut être aussi les grands-parents, les frères et sœurs, en tout cas tous ceux qui sont touchés par un deuil peuvent venir. C'est une rencontre qui est libre, gratuite, sans inscription. Et qui la prochaine, c'est jeudi. Pour vous redire, à 18h30 à Pont-de-Vaux. Mais après, on se tient à disposition. Il y a le stand aussi pour en discuter. Voilà. Après, je vais repasser la parole. Donc en termes d'intervention collective, on participe également à la quinzaine du deuil. Je laisserai ma collègue Madame Rivet vous rentrer plus dans les détails de la programmation et de cet événement. Et puis au niveau des autres interventions, on intervient aussi depuis 2023 au sein du réseau Deuil, qui a été initié à la base par Couple et Famille, qui réunit plusieurs partenaires. Alors couple et famille, la CAF, la MSA, le centre hospitalier, les associations, le CLIC, Agir Carco, et il y en a encore d'autres. L'objectif étant de se réunir autour de cette thématique et de pouvoir mieux se connaître pour mieux accompagner les familles confrontées à un deuil, d'une manière plus globale, et de pouvoir aussi développer des projets, se coordonner, et aussi pourquoi pas créer des outils pour les partenaires et aussi pour les familles. On va aborder notre dernière partie qui va concerner plutôt le vécu des soignants et puis surtout des parents. C'est la parole à Madame Bouillot. Alors, Carole, la psychologue, a évoqué tout à l'heure l'annonce, un peu sur le côté parental, on va dire, et moi j'avais envie d'aborder un petit peu les choses aussi côté soignant. En tant que soignant, on est habitué à travailler avec des protocoles, des conduites à tenir, mais l'irruption de la mort fétale dans nos salles de consultation ou de la malformation incurable, elle échappe totalement au protocole. À chacun de se débrouiller avec son bagage, son expérience. En tout cas, cet événement, même s'il a absolument rien de comparable avec ce que peuvent vivre les parents, il faut savoir que ça provoque aussi chez le soignant un stress intense. Alors la mort fétale in utero, elle va surprendre, on va dire, par sa brutalité, son aspect forcément définitif, et puis, comment dire, c'est quelque chose qui empêche toute anticipation. C'est quelque chose qui arrive sans prévenir. On sait avant même les parents le cataclysme qu'on va provoquer et on a très peu de temps pour choisir les mots pour annoncer cette nouvelle. Les parents devinent d'ailleurs très vite que quelque chose ne va pas. Je pense que notre visage change, doit se figer certainement. Pour avoir échangé avec d'autres échographistes, quand on annonce une mort fétale, bien sûr, quand on l'annonce aux parents, on est sûr de ce qu'on va annoncer. Et puis, on a toujours après quelques minutes de doute où on aimerait pouvoir revérifier. C'est quelque chose qui parle en tout cas à d'autres échographistes. Voilà. Pour la malformation incompatible avec la vie, on a un peu plus de temps, c'est-à-dire qu'en général, on essaie de terminer notre examen échographique avec difficulté quand même, en se concentrant et en réfléchissant également à la façon dont on allait annoncer les choses. Mais il y a quelque chose de moins définitif et de plus progressif dans l'annonce.
même si on annonce une malformation sévère, on sait que il va y avoir tout un processus un peu plus cadré avec une équipe pluridisciplinaire qui va amener les parents, on va dire plus tranquillement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais à réfléchir au deuil périnatal. Voilà. Donc, le choix des mots, il est très difficile. Il est aussi variable en fonction de la situation. On peut avoir une femme qui vient seule, on peut avoir, à l'inverse, le conjoint qui est présent. On peut avoir aussi des enfants dans la salle de consultation. C'est aussi la raison pour laquelle normalement, on ne souhaite pas avoir d'enfants dans la salle d'échographie, mais parfois ça arrive. Et puis, les mots ne sont jamais les mêmes. On n'a pas... pour chaque situation, il y a des mots différents. On n'a pas un catalogue de mots. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de bonne annonce, mais il y a probablement des annonces moins maladroites que d'autres. On a certainement tous eu à un moment des annonces maladroites. Et puis, parfois, l'annonce que l'on a ressentie la plus empathique possible, en tout cas dans laquelle on a mis tout ce qu'on avait, il faut parfois accepter qu'elle ait pu être vécue comme la pire pour les parents. Alors, je dis pas la pire bien sûr, quand on annonce une mort fœtale in utero, c'est quelque chose de terrible pour les parents, mais dans sa forme, elle peut avoir aussi été ressentie comme non adaptée. Voilà, il faut parfois accepter ce qui nous paraît injuste, tout en se remettant, bien entendu, en question. Voilà, ça c'était pour l'annonce. La question du temps, Carole en a parlé aussi pas mal, mais en tout cas, l'annonce, soit de la mort fœtale, soit de la malformation incurable, elle met fin à l'enfant qui était rêvé, qui était imaginé par les parents, et elle va souvent déclencher une urgence de mettre fin à la grossesse. J'ai souvent entendu chez les parents quelque chose qui ressemble à j'aimerais m'endormir et me dire que tout ça, c'est jamais arrivé. Je voudrais retrouver en fait ma vie d'avant, même avant d'être enceinte. Et notre travail de soignant, il va consister à les amener à prendre le temps, alors, moi j'ai pas les mots de psychologue, mais à réhumaniser un peu cet enfant, à lui redonner, parfois quand la malformation aussi est très importante, c'est difficile. Voilà. Et puis, en prenant le temps aussi, leur permettre de réfléchir à la façon dont ils vont l'accueillir et leur permettre de faire les bons choix. Voilà. Et puis, je voulais juste mettre un petit mot aussi sur la place des libéraux. Il y en a probablement là dans la salle. Mais c'est le petit mea culpa de l'hôpital. Il faudrait qu'on puisse améliorer un peu la communication, on va dire en direct, décrocher le téléphone. Qu'il n'y ait pas seulement le courrier de sortie qui arrive à distance. On va essayer aussi d'être plus attentif à la rédaction de nos courriers de sortie, qui parfois sont très, on va dire, je sais pas comment dire, succincts et un peu froids. Enfin voilà, améliorer un peu tout ça. Et puis après l'annonce ou après l'accouchement, il n'est pas rare aussi que les parents se tournent à nouveau vers leurs praticiens habituels, soit des sages-femmes, les médecins traitants, les gynécos de ville, qui peuvent aussi se trouver démunis, surtout s'ils n'ont pas eu d'informations en amont de la situation. Et puis enfin, même si les patients ne reviennent pas vous voir, parce que ça arrive, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'envie ou la possibilité de faire cette démarche, il faut savoir qu'ils seront très sensibles à un appel ou à un petit message. Et puis qu'à l'inverse, l'absence de contact, et c'est pas facile forcément, je pense pour les praticiens aussi, que l'absence de contact peut être un peu vécue comme un abandon pour ses parents. Voilà. Je laisse. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des différentes étapes après l'annonce. Je vais peut-être être un peu redondante parfois. Donc, en premier lieu, on propose, alors dans le cas de l'interruption médicale de grossesse, il y a un entretien avant l'intervention qui est systématique. Et autant que faire se peut, on essaye également de rencontrer les patientes qui sont confrontées à une mort fœtale in utero qui est plus subie. Alors parfois, lors de ces entretiens, on a quelques difficultés à rentrer en dialogue parce que c'est quelque chose de subit, difficile. Les parents sont souvent sidérés, mutiques, et il y a beaucoup de pleurs dans nos bureaux. Nous n'avons pas de mouchoirs, très souvent.
Voilà. Après, il y a une grosse différence entre l'interruption médicale de grossesse et la mort fœtale in utero. Donc, comme je disais, c'était subi. Et pour rebondir sur ce que disait Cécile, que les gens sont assez pressés souvent que tout aille très vite et tout ça. Dans le cas de la mort fœtale in utero, les patients nous disent souvent qu'ils ont envie de très vite se débarrasser de ce bébé mort. A contrario, quand c'est une interruption médicale de grossesse, l'entretien est souvent plus préparé parce que les gens savent pourquoi ils viennent nous voir et il y a une différence aussi qui est importante lors de l'interruption médicale de grossesse, c'est une décision qui appartient aux parents, donc on leur fait signer un papier comme quoi ils demandent l'interruption médicale de grossesse. Donc c'est une étape qui est souvent difficile pour eux et il y a une grosse notion de culpabilité. Et voilà, comme disait Carole, s'ils ont fait le bon choix, est-ce qu'ils le font, voilà, c'est un moment qui est assez difficile lors de ces entretiens. Lors de ces entretiens, on explique également les possibilités administratives dont on a un petit peu parlé et le devenir du corps. Je ne vous explique pas tout, enfin, voilà, on explique aux parents. On explique également le déroulement de l'accouchement suivant le terme. On insiste beaucoup aussi sur la notion difficile de donner un timing pour le jour de l'accouchement. Les gens ils nous disent souvent ça va se passer vite, je serai sortie vite, tout ça. Donc on essaie de leur expliquer que ça peut être très très long, qu'il faut faire force de patience et c'est pas toujours facile. En systématique, on propose toujours des consultations avec Carole, notre psychologue. Voilà. Après, on insiste aussi pas mal sur comment ils envisagent le jour de l'accouchement, s'ils veulent voir l'enfant, pas voir l'enfant, seul, accompagné avec nos collègues, tout de suite ou pas. Donc là, il faut, on leur donne tout plein d'explications. Alors souvent, on commence les entretiens en disant qu'on va donner beaucoup d'informations et qu'en fait, on veut pas de réponse aujourd'hui sur tout ce qu'on va dire. Ils ont le choix d'attendre un petit peu pour donner des réponses. On explique qu'ils peuvent amener des habits, des doudous, un petit souvenir pour l'enfant. Et on explique souvent ce qu'on a l'habitude de faire, ce qui est fait habituellement, mais il faut surtout leur dire que tout est possible et que c'est eux qui vont décider, ils sont maîtres de ce qu'ils veulent faire, qu'il n'y a pas de tabou et que toutes leurs demandes sont entendables lors de l'accouchement. On essaye également avant de préparer un petit peu, ça on va en reparler, c'est un petit peu sur les échanges et sur les réflexions que peuvent avoir leur entourage autour de ce deuil périnatal. Ensuite, en salle d'accouchement, on a la chance d'avoir une équipe et un personnel qui est de mieux en mieux formé à la prise en charge médicale et aussi surtout à l'accueil d'un enfant décédé. Il y a un petit lieu dédié pour accueillir l'enfant. On va faire des photos médicales et pour les parents, des empreintes. Et on précise que tous ces éléments sont à leur disposition quand ils veulent. C'est-à-dire qu'on ne va pas les forcer à avoir la photo tout de suite. Il faut, voilà, ils font comme ils veulent. Et j'ai parlé des habits, mais parfois les enfants sont tout petits, donc on a à disposition aussi des langes tricotées pour s'adapter à la taille des enfants décédés. On essaye d'être le plus possible en salle d'accouchement dans la bienveillance et surtout dans l'écoute des désirs du couple. Et ensuite, pour les interruptions médicales de grossesse, systématiquement est proposé un rendez-vous quelques temps après. C'est également proposé pour les morts fœtales in utero, mais parfois on ne les voit pas avant, donc c'est plus compliqué pour programmer, qui est un rendez-vous pour un peu débriefer sur l'acte en lui-même et sur le ressenti, et aussi pour mettre en évidence parfois des dysfonctionnements sur notre prise en charge et pendant le séjour. Ce qui ressort souvent lors de ces rendez-vous, les patientes nous disent que c'est toujours très difficile de revenir dans la structure où il y a eu le décès de leur enfant. Mais après, au final, elles sont assez contentes de venir débriefer avec nous, mais le fait de passer la porte du pôle mère enfant, c'est toujours une source de
de difficultés émotionnelles. On débriefe également sur l'état psychologique de la patiente. On lui demande comment elle va. Moi, je précise souvent, et puis Cécile, je pense, fait la même chose, que parfois, au sein du couple, il y a un petit décalage d'évolution psychologique et de ressenti. Donc, il ne faut pas se fâcher contre son conjoint parce qu'il n'évolue pas de la même façon. Et puis, on insiste sur les relations et les échanges avec l'entourage, plus ou moins proches. Les parents, les enfants d'avant, les amis au travail, les connaissances, qui parfois veulent bien faire en faisant des petites réflexions en disant mais c'est pas toujours bien perçu. Je vais laisser la place à Colline qui va vous parler un petit peu du décès postnatal et de la prise en charge à l'hôpital. Donc moi je suis pédiatre et on est confronté aussi au deuil périnatal chez les bébés. Donc il y a deux situations. Il y a soit on a vu qu'il y avait une trisomie 13, une trisomie 18, une malformation tellement grave, une maladie génétique tellement grave qu'on sait que ce bébé on va devoir l'accompagner pendant quelques jours ou pendant quelques semaines. Donc c'est des bébés qu'on va confier en néonatologie ici à Bourg-en-Bresse. Et puis, il y a les autres situations, c'est des situations plutôt imprévues. Ça veut dire soit une naissance qui se passe très mal avec une grosse détresse respiratoire, un gros problème neurologique, ou une naissance très prématurée. Et maintenant, vous savez qu'on réanime à partir de 23. Ouais. Il y a une zone grise un peu entre 23 et 24 semaines où, selon les situations, les pédiatres du CHU, nous on n'a pas de pouvoir là-dessus, décident ou non, et puis en fonction de l'avis des parents, décident un petit peu entre 23 et 24, est-ce qu'il faut réanimer ou pas. Mais voilà, à partir de 23 semaines, maintenant, il y a beaucoup de CHU qui réaniment les enfants. Est-ce que vous savez un petit peu le taux de survie ou le taux de mortalité du coup de ces enfants-là? C'est quoi le taux de mortalité d'un enfant né à 23 ou 24 semaines? Ouais, c'est même moins que ça. C'est 50%. À 23, c'est plutôt 40, 50. Et 24 semaines, c'est plutôt 50, 60% de survie. Et parmi les survivants, il y a beaucoup de séquelles. Il y en a très peu qui survivent sans aucune séquelle. Après, il y en a qui vont bien et ça vaut vraiment le coup de se battre, surtout si c'est la volonté des parents. Et à partir de 25 semaines, pour le coup, même si les parents ne sont pas forcément demandeurs d'une réanimation, on se bat corps et âme en fait. Mais c'est ça qui est très difficile, c'est qu'en fait, on se bat pour la vie à ce moment-là et les parents, ils se battent pour la vie. Et sauf que du jour au lendemain, en réa, tout peut basculer. Vraiment. Et on le sait, les parents, ils savent quand ils arrivent en néonat, on les prévient tous les jours, on leur dit en réanimation néonatale, quand le bébé est né à 23, 24, 25, 26, 27, même 28, que ça peut basculer d'un jour à l'autre en fait. Qu'en une nuit, leur bébé, il peut partir. Et c'est une situation, quand on est soignant, qui est vraiment extrêmement difficile. C'est qu'on essaye de positiver un petit peu tous les jours, mais on est obligé de dire, voilà, on est dans l'incertitude. Voilà, la réa, c'est vraiment un monde à part. C'est des bips, des scopes, des odeurs particulières. C'est extrêmement stressant comme monde. Et d'un jour à l'autre, tout bascule, vraiment. Et puis après, donc nous, ce qu'on fait, donc les bébés qui sont trop graves, ils sont transférés à Lyon ou à Dijon s'il n'y a pas de place. Mais pour la réanimation néonatale, quand ils sont soit très très graves, soit nés à 23-24, et nous on fait la prise en charge au tout début. Et par contre, à Bourg, nous on est beaucoup confrontés aussi donc à accompagner les parents donc au tout début là, et puis après on les transfère. Ou alors on accompagne les parents dans les soins palliatifs. Ça c'est quand donc ça a été tout bien décidé par nos collègues d'ISAN et par les parents. On a fait des réunions en équipe pour savoir ce qu'ils souhaitent pour accompagner le bébé. Et donc là, les filles de néonat, elles sont au top. Elles font un super accompagnement très, très humain, très, très empathique, où les bébés, si les parents le souhaitent, donc ils sont tout le temps avec leurs deux parents en chambre kangourou, donc en chambre à part, et ils sont coucounés du mieux possible et on les accompagne avec plein de petits soins de confort, des soins de bouche, ils sont langés, baignés si les parents ils le veulent, etc. Et puis là, on s'adapte vraiment aux parents, à ce qu'eux ils souhaitent. S'ils souhaitent des visites, on
on peut aussi adapter en fait à ce qu'ils veulent, voilà. Et très souvent c'est des décès qui sont attendus, donc qui surviennent dans les 3, 4, 7 premiers jours. Parfois ils rentrent à la maison et puis on les accompagne nous en service de pédiatrie après pour le retour. Mais c'est vraiment très différent, je trouve aussi, parce que du coup on s'est projeté dans la vie, on a connu son enfant, on l'a mis en peau à peau, etc. Et du coup, la position de soignant à ce moment-là est vraiment pas facile et c'est des mots qui sont très difficiles à trouver pendant ces longues journées. Bonsoir. Du coup, moi, je suis auxiliaire en salle de naissance depuis bientôt 19 ans. J'avais une question, alors sans bien sûr montrer du doigt la personne X ou Y, mais il y a donc des mots de soignants qui ont été maladroits, d'internes, de sages-femmes, d'auxiliaires peut-être, enfin voilà. Et effectivement, sans se retourner, vous, forcément, vers la personne, parce que parfois les parents n'ont certainement d'ailleurs pas les noms, etc. Mais est-ce qu'auprès notamment des internes qui sont en formation, ou des sages-femmes, des élèves sages-femmes, est-ce qu'il y a des retours qui leur sont faits, ou des... Je sais que dans la formation, c'est compliqué. Alors, en fait, Maud, tu sais, on voulait mettre aussi ces mots-là pour comprendre aussi que dans ces moments-là, en fait, ce qui a été dit là, c'est pas forcément ce qui s'est passé obligatoirement. C'est le ressenti aussi des parents. C'est-à-dire que on veut tout bien faire, on peut bien faire, et ça peut être perçu comme quelque chose de malveillant quand même. D'accord ? Et l'idée, c'est de comprendre que dans ces situations-là, parfois on n'y arrive pas, et parfois on est vu comme un messager un mauvais messager. Et puis parfois, on peut aussi être maladroit. Et parfois, on peut être maladroit. Et parfois, il y a un mot de trop. C'est ça. Et avec une personne, ça peut très bien se passer, avec une autre mal. Et c'est pas forcément lié à la personne, en fait. C'est-à-dire que. En tout cas, on essaie, ce que disait Stéphanie, quand on redébriefe après les prises en charge, on essaie justement de dénouer un peu ces situations difficiles. Quand il y a eu quelque chose, ça nous est arrivé plusieurs fois justement de faire remonter, d'essayer de comprendre, bien aussi dire aux parents qu'on est très attaché à ça et que s'il y a eu des choses difficiles, c'est important pour nous de les entendre et pour justement qu'ils ne traînent pas ça, parce qu'on voit dans les témoignages qu'il y a des choses qui restent très présentes, alors que peut-être on aurait pu dénouer en fait la situation. Bon, merci. On va. Je ne sais pas si d'autres questions, d'autres réflexions. Oui. Bonsoir, je suis étudiante de sage-femme. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on parle de la place des étudiants dans ce genre de situation. Pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec ma promotion, avec d'autres étudiants de sage-femme, on a souvent le ressenti être mis un peu de côté dans ce genre de situation. Je pense que, comme vous dites bien, il n'y a pas de... même quand on est formé, quand on est à la profession depuis longtemps, on peut toujours avoir des mots qui soient maladroits. Mais je pense que nous permettre d'être impliqués dans ces situations avant d'être diplômés, ça peut nous permettre de ne pas être jeté dans le grand bain. On n'est jamais toute seule, mais voilà, en tant que sage-femme à part entière, d'être confrontée à ça, puisqu'on sera forcément à un moment dans notre carrière un peu, en ayant cette place étudiante un peu plus protégée, on va dire. Voilà, je pense que ça pourrait être important. Effectivement, il faut laisser la place aux étudiants dans ces situations-là. Et d'ailleurs, on a des retours aussi de patientes qui sont très bons. On n'a pas tout mis dans les témoignages, forcément. Il a fallu couper, c'était très long. Mais c'est vrai que les étudiants reviennent aussi très souvent avec une place importante auprès des parents. En fait, comme vous avez le temps, souvent, encore plus que les autres, et souvent vous prenez ces minutes d'attention qui sont hyper précieuses. Et moi, j'ai souvent même des accomptes qui sont très bien passés, où les parents ils me parlent encore de l'étudiante, enfin, vraiment. Mais je suis d'accord avec vous. Même moi, quand j'étais interne en réa néonate, j'étais souvent, moi, je faisais les trucs urgents, gérer le bébé, gérer les presses, machin. Et du coup, l'entretien avec les parents, les internes, ils sont pas admis parce que il faut qu'il y ait le moins de personnes possible, il faut pas qu'il y ait 12 spectateurs, etc.
Et du coup, on se retrouve un peu au pied du mur et c'est très dur de trouver les mots. Et je pense que même après, même si ça fait 12 fois que tu le fais, bah, tu te sens nul en fait. Enfin, peut-être même au bout de 500 fois, on a toujours l'impression de ne pas dire les bons mots et je suis pas sûre qu'il y ait des bons mots, hein, c'est difficile. Il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. Bonsoir, je suis médiatrice familiale et ma question concerne l'accompagnement psychologique. À quel moment le relais se fait ou pas? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est selon la demande des parents? À quel moment? Enfin, quel accompagnement ils ont par rapport à ce qu'ils viennent de vivre? Et à quel moment? Bah, avant que Carole, tu interviennes, nous, on peut dire qu'on est les premiers interlocuteurs, mais on propose de toute façon systématiquement un rendez-vous avec la psychologue. Et c'est vrai que par expérience, ils n'ont pas forcément envie tout de suite de rencontrer le psychologue. C'est souvent quelque chose qui vient après, dans toute la période de, on va dire, de préparation de l'accouchement, de la naissance. C'est assez rare finalement que les parents souhaitent rencontrer le psychologue. Oui, les situations sont vraiment très, très, très différentes. Moi, je m'adapte. Je reçois beaucoup de couples, en fait. Enfin, je trouve que quand, dans le cadre des IMG, les femmes attendent beaucoup de venir avec leur mari pour qu'il exprime des émotions. Souvent, c'est tellement sidérant dans le couple, soit la mère fœtale ou soit l'IMG, qu'ils ont besoin d'un tiers pour évoquer tout ça et le parcours et la décision. Donc c'est vrai que je crois que des fois, c'est ces couples-là que je rencontre. Après, ça peut être aussi après le féticide, en attendant que le bébé soit expulsé. Je me souviens que des fois, avoir eu des entretiens avec la maman, de ce qui se joue pour elle, de son histoire, de différents traumatismes. Moi, je m'adapte. Parfois, je vais juste me présenter aussi et je donne mes coordonnées. On peut se revoir dans le temps qui sont les leurs. Je rencontre aussi les fratries, hein, parce que souvent, les mamans qui ont déjà des mamans, elles ont beaucoup de questions. Comment lui dire, comment lui annoncer. Je trouve qu'il va pas très bien, donc je peux rencontrer aussi les fratries. Vraiment, je m'adapte vraiment aux situations, à la demande des parents. Moi, ce que je voulais dire un petit peu au niveau des étudiants, c'est que je crois que les parents, ils attendent cette préoccupation. Et dès lors que l'étudiante, elle a entendu parler de cette maman, de son histoire, et qu'elle entend que l'étudiante, même si elle va pas, elle va juste observer, je crois qu'il y a une vraie attention et que tout le monde soit autour. Je crois que dans les témoignages, on l'entend un petit peu que on partage les émotions, et ça, c'est hyper important. L'observateur qui serait détaché, là, va pas être bénéfique pour les parents. Mais si on est observateur, en étudiant, enfin, la parole, la chaleur, l'attention qu'on donne, c'est vraiment très important. Et ça humanise la relation et ça redonne vie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais, puis après, comme je le disais aussi, parfois le deuil périnatal, ça va débuter une demande de psychothérapie avec vraiment un travail de longue haleine. Et je peux suivre des mamans pendant très longtemps autour de cette question du deuil et de différents deuils. Des deuils symboliques, des deuils de la perte d'un enfant, d'un parent, enfin, tout un cheminement. Voilà.
pesant, qui est comme un deuxième décès en fait, d'arriver à se parler, parce qu'il peut y avoir en fait des relations riches qui arrivent de ces situations aussi, et des vrais liens qui se créent entre les gens en fait dans ces situations très très difficiles. Et en rompant le silence, pour moi, on rompt aussi la culpabilité, voire parfois la honte aussi. Justement, quand c'est un premier enfant, quand il y a des parcours FIV, et ça renvoie vraiment beaucoup. Je suis incapable et de pouvoir évoquer librement, enfin, nous, entre soignants, sur combien ça peut nous toucher, certaines situations, et combien on peut, voilà, avoir cette liberté de parole. Et je pense qu'on a tous besoin de l'entendre, alors qu'on est dans un sujet extrêmement tabou, intime, et qui résonne parfois à notre propre histoire. Moi, je crois qu'on peut dire parfois à une famille, quand on est extrêmement touché, sans rentrer mais de dire qu'on est très touché, que ça résonne à notre histoire, et qu'on peut s'identifier parfois. Moi, je suis toujours extrêmement touchée par les frères et sœurs, voilà. Et c'est vrai que des fois, moi je le dis souvent aux enfants, ce que tu me dis là, ça me touche beaucoup. Parce que parfois, je trouve que les enfants nous renvoient des choses très difficiles. Et voilà. Et pour rebondir sur pourquoi les témoignages, ce qu'on disait avec les étudiants de sage-femme tout à l'heure, c'est que, ouais, ok, on a des cours théoriques sur ce qu'il faut dire et pas dire, mais c'est important, hein, mais c'est pas suffisant. Et moi, je pense vraiment que j'ai beaucoup plus appris en écoutant des témoignages justement des parents, parce que de un, ça nous aide à comprendre quand on n'est pas toujours passé par cette situation-là exactement, et ensuite ça nous aide vraiment à comprendre ce qui blesse et à comprendre ce qui soutient, et on est tellement démunis, et sur un cours comme ça, dans un livre qu'on apprend par cœur, ça parle pas. Et pour rebondir sur ce sujet, moi je me suis beaucoup renseignée grâce à des podcasts, parce que j'adore ça. Et il y a des podcasts qui parlent extrêmement bien du deuil, si vous voulez approfondir. Il y a Au revoir podcast, qui est de très bonne qualité et qui aborde plein de sujets autour du deuil, avec plein de témoignages. Et puis il y a un nouveau podcast qui est sorti hier sur le deuil. C'est Virginie Grimaldi, une auteure très connue qui a écrit des livres incroyables sur la dépression du postpartum, sur la prématurité et tout, et qui parle de son propre deuil dans Bliss. Et je vous le conseille vraiment pour approfondir la soirée et faire écho à tout ce qu'on a dit. Ça aide beaucoup, je trouve, à trouver les mots et à cheminer avec ses familles. Merci. On va peut-être clôturer cette conférence et puis passer ensuite sur un petit temps convivial. Je laisse la place à Lauriane Rivet, qui fait partie de Couple et Famille, juste pour annoncer un événement. Oui. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Moi, c'est Lauriane Rivet, je suis conseillère conjugale et familiale à l'association Couple et Famille de l'Ain, et je coordonne l'événement de la quinzaine du deuil, qui, du coup, cette année, il s'agira de la deuxième édition. Tout d'abord, je remercie l'équipe du centre hospitalier de Bourg pour cette conférence qui est certes difficile et qui a été très poignante de par les témoignages et de par vos interventions, mais qui est nécessaire, et pour votre implication aussi au sein de la quinzaine du deuil pour cette année. Quelques mots très brièvement sur l'événement. La quinzaine du deuil, c'est 15 jours pour oser parler de la mort et du deuil. On a beaucoup parlé du silence, de la question du silence et du tabou qui pèse sur le deuil périnatal, mais de manière générale sur la mort et le deuil dans notre société. Et c'est vraiment là-dessus, avec cet objectif-là, qu'on a souhaité en fait lancer cet événement l'année dernière. Donc cette année, la quinzaine du deuil, c'est un pré-lancement aujourd'hui avec cette conférence, parce que ça nous semblait important aussi de pré-lancer pour cette journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Mais la suite des actions se déroulera à partir du 26 octobre et jusqu'au 9 novembre. Donc c'est une quinzaine d'actions sur 12 communes du département de l'Ain qui sont proposées par une vingtaine de partenaires qu'on remercie, parce que c'est grâce à tous ces partenaires qu'on peut faire vivre cet événement. Donc, comme j'ai pu le dire, les objectifs, c'est sortir du silence, en soutenant les personnes endeuillées
dans leur processus de deuil, mais aussi sensibiliser le grand public et tout un chacun au vécu de deuil, puisque bon, c'est un sujet universel, hein, on va tous mourir un jour et 9 personnes sur 10 au cours de sa vie va connaître la mort d'un proche, malheureusement. Et donc tout ça, tout ce silence peut souvent engendrer un isolement des personnes endeuillées. Et on souhaite pouvoir proposer des actions pour permettre du lien social, des rencontres, des échanges et humaniser ces vécus. Voilà, donc vous retrouvez, vous avez vu, il y a un peu des flyers de partout pour la programmation. Vous pouvez retrouver des affiches et des programmes à disposition du coup sur le stand qui se trouve au foyer à la sortie de l'IFSI. N'hésitez pas à en prendre, j'en ai ramené pas mal pour que vous puissiez aussi peut-être voilà, en distribuer autour de vous si c'est une problématique qui vous touche et dont vous êtes sensible, voilà, à vos patients, à votre entourage, etc. Et vous retrouverez aussi sur les stands voilà, les associations Parents, Géline et Valentin qui sont spécialisées justement dans l'accompagnement du deuil périnatal. Donc voilà, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez prendre les informations et on sera à votre disposition pour échanger avec vous. On parlait tout à l'heure de podcasts. On en a enregistré un l'année dernière avec Radio B où il y a un témoignage justement d'une maman qui a été concernée par le deuil périnatal. C'est un témoignage qui est très poignant. Sur la programmation, vous le retrouvez en avant-dernière page. Voilà, c'est le podcast avec Radio B, Parole de deuil. Vous avez un épisode dédié à cette thématique. Et voilà, pour terminer, je souhaite vous remercier pour votre mobilisation sur ce sujet qui n'est pas simple, mais qui est nécessaire d'aborder.